Regardez bien cet homme. La fougue juvénile, la détermination transpirent derrière ce léger rictus et ses yeux fixant l'objectif même à travers les lunettes. À 28 ans, Gustav Mahler vient de terminer de composer sa première symphonie, venant à bout en à peine 4 mois de près d'une heure de musique, tout en assurant en parallèle ses fonctions de chef d'orchestre à Leipzig, qui est malgré son âge peu avancé son 6e poste de chef, après Halle à 20 ans, puis Ljubljana, puis Olomouc, Kassel et Prague. On a donc vraiment affaire à un homme qui a une double casquette de chef d'orchestre et de compositeur, et qui, pas à pas, gravit les marches qui le mèneront au sommet du monde musical européen. Pour l'heure, tout à l'euphorie de la composition de sa première symphonie, il s'attelle à une autre œuvre orchestrale, un poème symphonique, intitulé Totenfeier, cérémonie funéraire. Poème symphonique qu'il conçoit vraiment dans le prolongement de la première symphonie, puisqu'il précise dans une lettre que c'est le héros de sa symphonie qu'il porte à la tombe avec Totenfeier. Puis Mahler quitte Leipzig pour Budapest. Et pendant 3 ans, il va y diriger l'opéra impérial. C'est là qu'il donne en première audition aussi bien sa première symphonie que Totenfeier. Parmi le public, lors de la création du poème symphonique, il y a une personne dont il attend l'avis avec davantage de fébrilité. C'est le grand chef d'orchestre Hans von Bülow. C'est l'un des grands chefs wagnériens. Wagner dont il est l'ami jusqu'à ce que ce dernier lui pique sa femme Cosima, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à interpréter sa musique avec toujours autant de ferveur. Et comme Mahler vénère Wagner, par ricochet il vénère Hans von Bülow, le créateur de ses chefs-d'œuvre, comme entre autres Tristan, qu'il situe au sommet de l'art. Alors il ne tarde pas à s'enquérir de son avis après la création de Totenfeier. Eh bien voici son avis. Si ce que j'ai entendu est de la musique, alors je ne comprends plus rien à la musique. Voilà qu'il y a de quoi refroidir. Et effectivement, Mahler est vraiment refroidi, puisqu'il range son œuvre dans un tiroir et abandonnera l'écriture symphonique pendant près de 4 ans, tout en ne délaissant pas la composition, puisqu'il retourne vers son autre genre de prédilection, c'est-à-dire le Lied, la mélodie chantée. Son inspiration, il va la trouver dans le Knabenwunderhorn, le corps merveilleux de l'enfant, un recueil de Volkslieder, de chansons populaires, environ 500 poèmes anonymes, publiés en 3 tomes au début du XIXe siècle, par 2 auteurs romantiques, Achim von Arnim et Clemens Brentano. Ces poèmes traitent avec une simplicité toute populaire de sujets très divers, l'amour, la guerre, la religion, la vie quotidienne. Et c'est un recueil qui va occuper Mahler pendant plus de 10 ans, puisqu'il va mettre des textes tirés du Knabenwunderhorn en musique sous la forme de lieder, avec accompagnement de piano, puis d'orchestre. Comme je le disais, on va devoir attendre plus de 4 ans pour que Mahler retrouve l'écriture symphonique, lors de l'été 1893. Mahler est un compositeur estival, il profite des vacances pour composer, ses activités de chef, à présent à Hambourg, étant trop prenantes le reste de l'année. En cet été 1893, donc, Totenfeier quitte le tiroir où l'avait condamné la remarque assassine de Hans von Bülow, et Mahler a une idée derrière la tête. Il révise son poème symphonique pour le transformer en premier mouvement d'une nouvelle symphonie. Dans la foulée, il compose même un 2e et un 3e mouvement. À ce rythme-là, on imagine le voir terminer rapidement sa 2e symphonie, mais non, à ce stade-là, il est bloqué. Il ne voit pas comment terminer l'œuvre. Le blocage va durer comme ça pendant 6 mois. Et 6 mois, c'est long, 6 mois à chercher différentes solutions qui ne vous conviennent pas, à déchirer tout ce que vous entreprenez, à perdre votre enthousiasme, à perdre votre confiance dans une œuvre qui avançait si bien. Et heureusement, Mahler va pouvoir compter sur un événement tragique pour le débloquer. Hans von Bülow meurt le 12 février 1894. Le déblocage survient lors de la cérémonie funèbre à laquelle Mahler assiste et à l'occasion de laquelle un chœur chante Die Auferstehung, une ode dont le texte est écrit par le poète allemand Klopstock et qui est mis en musique par Karl Graun. Ce n'est pas tant la musique que le texte qui est une révélation pour Mahler. Mais oui, c'est comme ça que doit se terminer la symphonie, par une promesse de résurrection après la mort. Le voilà le fil directeur, la voilà la cohérence qui manquait jusque-là.
La deuxième symphonie sera la Auferstehungssymphonie, la symphonie résurrection, débutant par la mort du héros, le Totenfeier, qu'il va réviser, et terminant par une apothéose lumineuse prenant appui sur le texte de Klopstock, dont il modifie les paroles à sa sauce. Ce sera son final, qui sera un cinquième mouvement, cinquième et non pas quatrième, parce qu'il va lui falloir un mouvement pour créer une jonction entre les trois premiers mouvements déjà composés et cette ouverture sur l'éternité. Donc on aura un quatrième mouvement qu'il va composer dans la foulée. En 3 semaines, la symphonie est terminée. C'est donc la figure imposante de Hans von Bülow qui aura joué le rôle catalyseur par rapport à cette symphonie. Il bloque en amont le processus créatif avec son jugement assassin en 1888 et il relance malgré lui la machine grâce à sa mort. Sans doute, il y a ici plus qu'une coïncidence. Si l'inspiration pour finir sa symphonie apparaît à Mahler lors de cette cérémonie funéraire, c'est aussi, sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir, parce qu'il enterre avec Hans von Bülow une sorte de figure du père dont la mort lui permettra de se défaire de l'emprise. D'où la rapidité avec laquelle la symphonie est terminée suite à cette cérémonie. Il ne reste à Mahler qu'à l'orchestrer lors de l'été suivant, et face à un programme d'une telle ambition, il ne va pas lésiner sur les moyens. En fait, on a affaire à un orchestre gigantesque. On commence par les cordes. Violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Et Mahler note qu'il en faut le plus possible. On ajoute au moins 2 harpes, chiffre qu'on peut doubler si on a plus de harpes sous la main. Dans les bois, on n'a pas 2 flûtes et 2 hautbois, comme dans les orchestres classiques, les orchestres de Mozart par exemple. Non, non. Pas 3, comme dans la plupart des orchestres romantiques, l'orchestre de Beethoven, Brahms. Non, non. Mais 4. Ce à quoi on ajoute le piccolo, la petite flûte aiguë, mais pas une seule, comme on le voit habituellement, non, 4 aussi. Et le cousin du hautbois, le cor anglais, et 2 pour le prix d'un. Toujours dans les bois, on a 3 clarinettes et 3 bassons, renforcés dans l'aigu avec 2 petites clarinettes, une petite clarinette aiguë, et dans le grave avec la clarinette basse et le contrebasson. Dans les cuivres, même topo. Non pas 4 corps comme on le trouve souvent, mais 10. Idem pour les trompettes, 10 trompettes, et 4 trombones, et un tuba. On a du monde aussi chez les percussions avec 2 paires de cymbales, 7 timbales, 2 tam-tams, 2 grosses caisses, une caisse claire, 3 jeux de cloches, un glockenspiel, 2 triangles. Évidemment, pour couronner le tout, sinon il manquerait quelque chose, un orgue. On a le sentiment d'avoir déjà bien rempli notre effectif, mais ce n'est pas fini, il y a aussi un chœur mixte dans cette symphonie, un chœur qui chantera dans le final le poème de Klopstock, et également 2 chanteuses solistes, une soprano dans l'aigu, une alto dans le grave. Voilà, ça y est, c'est tout. On pressent déjà, avec un programme traitant de la mort et de la résurrection de l'âme vers l'éternité, avec un effectif en surnuméraire, avec une œuvre en 5 mouvements qui dure 1h30, qu'on va avoir affaire à quelque chose de grandiloquent, de grandiose. L'œuvre est créée le 13 décembre 1895, dans une ambiance partagée. Comme toujours, face à la musique de Mahler, on a une partie du public qui adore, une partie du public qui déteste. Bon, ne perdons pas de temps et plongeons tout de suite dans le premier mouvement. Ce sera dans la prochaine vidéo.